Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Bon matin. Je suis tellement contente, je veux le dire. Aujourd'hui, j'anime en direct des studios de Sherbrooke. C'est tellement le fun pour moi de me promener comme ça d'une station à l'autre, vraiment. Et grâce à la technologie, je vous vois très bien dans mon FaceTime. Tout va bien. La vie est belle. Du haut de mon Trois-Rivières. Exactement. Et aujourd'hui, dans l'émission, Doc, premièrement, c'est... souvent, je le dis en ondes, puis les auditeurs le savent, là, quand il me vient des flashs de sujets d'émission, je dis que je marque ça dans mon calepin. C'est la semaine passée, peut-être là, 2 semaines. Non, il y a une semaine, Bon, le 10 octobre. Il y a une étude qui est sortie, puis je l'avais pris en note. Et hier, vous l'avez relevé sans qu'on s'en parle. Fait que je me dis, bon, alors les astres sont alignés, c'est sûr qu'on va aborder ce sujet-là. Le sujet du mensonge des parents ou d'un des parents aux enfants et quel impact ça peut avoir dans leur vie. Les auditeurs qui étaient présents hier dans l'émission, ils ont vu qu'une auditrice qui s'est fait un petit peu prendre à son jeu, on va dire ça respectueusement. Elle appelait dans l'émission pour dénoncer le fait que son ex était menteur auprès des enfants, mais finalement, elle-même aussi là, contribuait à ça. Et l'étude en tant que telle, ça a été fait en collaboration avec une université à Singapour, une de la Californie et une de la Chine et même de Toronto. Donc, on peut dire que c'est international avec différentes cultures. Et ils ont fait remplir des questionnaires à des jeunes. Tout d'abord, c'était pour leur demander à quelle fréquence les parents leur mentaient quand ils étaient jeunes. Oui, j'ai lu textuellement, ils ne genrent pas. Ils n'ont pas dit votre mère ou votre père, c'est les parents. Mais aujourd'hui, dans l'émission, on va faire la démarcation, la différence. Mais tout ça pour dire que, exemple, ça pouvait être des mensonges qui peuvent sembler très banals, comme « si tu viens pas avec moi maintenant, je te laisse ici tout seul ». Ça, on a entendu ça, là, sérieusement, dans notre vie. Ou encore « Ah, j'ai pas mon portefeuille avec moi, on reviendra une autre journée pour t'acheter telle affaire ». Et là, ensuite, dans l'autre questionnaire, là, c'était consacré aux propres mensonges des participants formulés à l'adresse de leurs parents. Puis les 2 derniers, c'était sur le comportement prosocial des volontaires et leur tendance à se comporter de façon égoïste et impulsive. Et là, on a fait un résumé de tout ça. Et ce qui en est ressorti, c'est que les auteurs de l'étude ont constaté que les adultes, dont les parents semblaient leur mentir fréquemment, étaient plus susceptibles d'adopter un comportement intrusif, voire manipulateur, et également qu'ils se sont sentis minés dans leur sentiment d'autonomie alors qu'ils étaient enfants. Ça a entraîné leur rejet et fini par saper leur bien-être émotionnel. C'est pas rien, là. Non. Alors là, chers amis, ce matin, le sujet ne vient pas de moi. Et on nous annonce que c'est dans toutes les cultures humaines. Je ne sais pas quelle est la culture la plus menteuse envers les enfants. Mais je sais que dans notre culture canadienne-française, j'ai été témoin qu'on ment, les mères particulièrement, mentent effrontément à leurs enfants 200, 400, 500, 1000 fois à leurs enfants. Mais je veux bien les mères, mais il y a des pères aussi qui participent à ça. Mais qui encouragent, qui disent rien quand la mère raconte le mensonge en passant. Donc, il y a complicité. Ah, définitivement. On va genrer. Puis maintenant, les pères dans les gardes partagées, est-ce qu'ils ne mentiraient pas autant que les mères? Ben oui, soit sans crainte. Mais, fait intéressant dans l'étude de Singapour, qui est un petit pays du sud-est de l'Asie. Fait intéressant. Ils n'ont pas genré. Pourquoi qu'ils n'ont pas genré? Parce qu'ils sont encore dans des tribus à 4 pattes devant les mères. Ça, c'est mon affirmation. Mais je regrette, on va genrer. On va genrer parce que le petit enfant qui est rendu à 5 ans, il s'est fait mentir par un maudit paquet de monde. La génitrice, la gardienne, l'enseignante.
ça ment comme ça respire dans notre tribu canadienne-française. Avec des conséquences. Tu y as fait allusion. C'est quoi la conséquence de mentir à répétition à un enfant avec une incohérence, une incongruité incroyable? José, les bonnes femmes qui mentent le plus à leurs enfants vont être, avec le genre, les premiers à réclamer la franchise comme valeur. Moi, mon enfant, j'y transmets des valeurs. La franchise. Cass, tu mens à tour de bras. Mais c'est souvent perçu comme des mensonges blancs, des petits mensonges pas graves, pas importants. Ouais, OK. C'est... Bon, mais c'est sur la fréquence aussi qu'il faut voilà, axer. on va s'entendre. Avoir menti une fois à un enfant n'est pas un péché mortel. C'est véniel. Mais y avoir menti 500 fois, 2000 fois, c'est un péché mortel. La fréquence, la répétition va faire en sorte que ça va éroder, dit l'étude, pas Mayou, va éroder la confiance dans l'autre. Tiens. Un. Deuxièmement, ça va faire quoi? Ça va faire un adulte qui, moindrement, qui va être mal pris, coincé, va mentir effrontément. Pourquoi t'es arrivé en retard ce matin? Trafic, resté de jamais. Non. Il ou elle s'est levé en retard, OK, est allé au Tim prendre un café, s'est maquillé dans l'auto aux arrêt-stop, etc. Hey, moi, Doc, savez-vous quoi? Va me rappeler quelque chose. J'ai vécu une altercation à un moment donné. Parce que, regarde, ça fait 28 ans que je fais de la radio, pas obligé d'identifier en quelle année ça s'est passé. Mais j'avais une collègue, on le savait. Elle mentait tout le temps. Elle arrivait en retard, elle avait une excuse, elle avait tout le temps des excuses. Puis à un moment donné, on jasait de ça à micro. Tu sais, quand on est dans un studio, là, on parle. Là, il y a une salle de régie, puis souvent, ils nous écoutent parler. OK? Ils sont même. Oui. Bon. Fait que, et là, nous autres, on a oublié que dans la régie, ils écoutaient ce qu'on était en train de se dire. Fait qu'avec un animateur, là, on se disait, on n'est plus capable de la croire, elle raconte tout le temps des menteries, etc. Elle a entendu, elle vient me voir, fort chez Noir, c'est quoi cette affaire-là? Puis là, j'y avais dit, écoute bien, là, ça n'en prend une de te le dire, je vais te le dire, il n'y a plus personne dans la station qui te croit quand tu parles. Fait que soit que tu changes ou bien soit que tu sais à quoi t'en tenir. Sur le coup, hyper fâchée, et un an après, elle est venue me remercier. Fait que c'est comme si c'était, il y en a qui mentent compulsivement, c'est plus fort qu'eux autres, ça sort tout seul. Mais ça vient peut-être du fait que quand ils étaient jeunes, ils se sont fait mentir avec beaucoup de fréquence, c'est tout ça? Oui, entre autres. Entre autres, effectivement. Et ce que l'étude de Singapour dégage clairement, c'est que, mesdames, messieurs, il y a des répercussions négatives sur le fonctionnement psychosocial des enfants plus tard dans la vie lorsque vous leur mentez pieusement à répétition. Lorsque vous les menacez avec vos maudits mensonges. Quand j'étais jeune, sais-tu qu'est-ce qui roulait? Les ours et le bonhomme 7 heures. Bonhomme 7 heures, ça, au je m'en Lac-Saint-Jean, souviens. on était proche du bois. Fait que des ours pouvaient sortir du bois. Fait que si tu rentrais pas quand ta mère t'appelait, on te disait les ours vont te courir après? Tu peux te faire manger par un ours. Oh. Ben oui. Et ça pognait auprès de beaucoup d'enfants. Et l'histoire du bonhomme 7 heures, le bonhomme 7 heures, qui ramassait les enfants qui traînaient dans les rues après 7 heures. Parce qu'il faisait noir. L'automne, l'hiver et le printemps. Tu comprends? Mais le bonhomme 7 heures, ça marchait pas l'été. Parce que l'été, il fait clair jusqu'à 9h moins quart. Ouais. Des menaces d'abandon. Combien de personnes ont été menacées d'être abandonnées? Tu m'obéis? Tu m'écoutes? Sinon, j'appelle la DPJ. Gaïson en a une, là. Elle vient d'écrire. Oui. Elle dit, mon père, il est décédé quand j'avais 4 ans. Ma mère m'a dit toute mon enfance que mon père me surveillait puis qu'il était toujours avec moi. Elle a ajouté qu'il allait lui raconter tout ce que je faisais. Quand je faisais une bêtise, elle me frappait jusqu'à ce que j'ai la même version. Bon. L'histoire de la surveillance par les morts.
pour la masturbation féminine, it's a killer. M'avez-vous bien compris? J'ai eu dans ma pratique, José, j'ai jamais parlé de ça, c'est sûr. un nombre significatif de femmes qu'on avait convaincues qu'elles étaient surveillées par des défunts. Imagine la jeune adolescente à 11-12 ans, je t'assure que quand elle se lave les organes génitaux, elle passe vite pour ne pas engendrer de sensations sexuelles. Et même adulte, on se complète aujourd'hui. Je me suis fait raconter une femme adulte qui croyait à ça. Là, OK? Et quand sa mère est décédée, elle a dit qu'elle a pu être capable d'avoir des relations sexuelles pendant un bon bout de temps parce qu'elle avait toujours l'impression que sa mère la regarde à faire. Ben oui. José, jadis, une des raisons pour laquelle les femmes ne pouvaient pas être excitées sexuellement puis orgasmées, surveillance de Dieu, Dieu partout. L'avais-tu prévu, celle-là? Dieu était partout. Ça veut dire même à la noirceur, puis même sous les couvertures. Il y avait un paquet de femmes qui se sentaient surveillées par Dieu lui-même. Puis Dieu aimait pas le sexe chez les femmes. Pour les hommes, pas de problème. Ben oui. Les femmes, c'est un devoir conjugal. Moi, quand je pense à ça, hein, c'est un devoir. Hey, ça a de l'air le fun. J'ai vu ça. J'ai entendu ça. J'ai entendu les prêches, les discours le dimanche. Hey, Doc, on va aller à la pause. Oui. Mais les gens commencent déjà à texter, mais on aimerait vraiment vous parler. C'était quoi le plus grand mensonge d'un de vos parents? Puis quel impact ça a eu sur vous? Comme exemple, homme 38, 3 ans après la mort de mon géniteur, j'ai appris que j'avais une demi-sœur d'1 an plus jeune que moi. Bon. Attendez, là. Ben, ça doit faire drôle. Attendez, on va distinguer entre mensonge et discrétion. On ne mêlera pas les choux avec les tomates ce matin. Je trouve que c'est pas mal dans la même rangée de jardin, là. C'est dans le même jardin, mais c'est pas dans... Ce n'est pas interchangeable. Okay, Un chou, c'est pas une tomate. On va aller à la pause. Réservez votre circuit téléphonique 1-877-670-9330. Du mensonge des parents aux enfants. Quel a été le plus grand mensonge qu'on vous a raconté? De la part de qui? Et quel impact ça a eu dans votre vie? Doc, là, il y en a qui sont méchants. Là, c'est moi qui vais le dire. Et j'aimerais beaucoup que Pierre, qui nous a écrit sur la page Facebook, le Doc Mayou et José nous appellent. Lui, il dit, quand mon père est décédé, ma mère m'a dit que le petit Jésus voulait me donner une épreuve. Mais à 6 ans, qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Ouais. Hey, c'est intense, là? Quel âge a-t-il? C'est sûr que c'est d'une autre époque. On va faire attention ce matin, là, parce que les atrocités parentales, c'est de toutes les époques, j'insiste, c'est de toutes les cultures humaines, nous dit l'étude de Singapour. Cependant, on va essayer de se concentrer davantage sur le contemporain, parce que des histoires d'horreur à l'âge où je suis rendu, j'en ai entendu. Des menaces, des mensonges avec menaces d'abandon, de rejet, intimidation, la grosse cochonnerie, il y en a eu. Maintenant, où est-on rendu dans la nation canadienne-française actuellement? Alors là, c'est une coupe transversale qu'on veut aujourd'hui. Mais là, d'abord, on va tout laisser faire les histoires de Jésus puis de Dieu. Parce que ça, c'est plus utilisé, là. Ça, c'est exactement. OK, Ou, parfait. attends un peu. Il reste les anges gardiens. Non, attends un peu, là. On ne s'est pas débarrassé du kit au complet, là. Un morceau de robot pour vous. C'est un très bon point. Okay. Mais c'est vrai que les morts sont utilisés. C'est Alors, Jésus, le bon Dieu, la Sainte Marie, etc. Ça, c'est plus utilisé. Mais par contre, on fait parler les morts. Les anges gardiens, puis les morts vivants. Exact. OK? Ça roule encore à fond la caisse. C'est vrai. Où est-on rendu? C'est vrai. On a Cathy, elle dit, le plus grand mensonge, que j'avais été placée les 6 premiers mois de ma vie, qui sont revenus me chercher après, mais en réalité, j'ai été placée 2 ans. Je l'ai appris lors d'une rencontre à mon travail. Un choc. Pourquoi 2 ans? Et les questions. Oui. Là, on commence à être sérieux. Et ça roule encore. Ouais.
les placements. Ce qui roule beaucoup maintenant, c'est les histoires d'adoption. Alors, tout à l'heure, j'ai comme senti un léger grincement de dents lorsque j'ai parlé de la différence entre la discrétion et le mensonge. Mentir à un enfant sur ses origines, quelles qu'elles soient, est une chose. Ne pas dévoiler l'existence d'êtres humains avec un certain lien de parenté, soit maternel ou paternel, ça n'est une autre. Bon, on va parler clairement. Oui. Bon, il y en a, et ça j'en connais personnellement, qui se sont fait annoncer qu'ils étaient adoptés par un camarade de classe dans la cour d'école. Ouais. Ils se sont fait dire que la mère qui pensait qu'elles avaient, ce n'était pas leur mère, mais qu'elle avait été adoptée. Ça, on s'entend-tu que c'est un grand mensonge? Exact. Bon, mais lorsque vous dites, c'est comme l'histoire de tantôt, le gars qui a appris qu'il avait une demi-sœur. Ben oui. Ben oui. C'est pas un Voyons mensonge. donc. Doc Mayou, quand même. Ben oui, mais il y a des raisons. Ben, ça se peut qu'il y ait des raisons, comme toutes des raisons pour le monde qui mente sur d'autres sujets. Bon, alors, j'ai un demi-frère. Je l'ai appris en temps et lieu. Il y a des personnes qui ne l'ont jamais su, puis c'est correct comme ça. Il n'y a pas eu de mensonge. Il n'y a pas eu de dévoilement de l'existence de quelqu'un avec un lien de parenté. Pas pareil, là. Ah, mais on doit pogner son air, là. En plus, c'est lors de la mort du père que tu apprends qu'il y avait une autre vie. Ben oui, puis... oui. C'est pas rare, là. C'est pas rare et c'est contemporain. Ça existe. Et à ne pas confondre. Écoute, on peut ne pas être d'accord avec un non-dévoilement. Mais ce n'est pas un mensonge. Mentir à quelqu'un sur son lien filial, aïe aïe, ça fait mal lorsque c'est découvert. Oui. Mais les hommes qui font des doubles vies, là, c'est pas de l'affaire de leurs enfants. C'est ça que vous dites. Chaque cas est un cas d'espèce et nous pourrons s'en traiter. OK. Mais juste pour valider là, le jardin, là, pour voir si on va se rejoindre à quelque part, s'il ne le mentionne pas à sa conjointe que fait une enfant avec une autre madame, c'est un mensonge, ça, pour vous? Non, c'est Ben voyons! Non, attends un peu là. Attends un petit peu. On va s'entendre. C'est pas... Je n'ai pas inventé la définition du mot mentir. Mentir, selon le Larousse, c'est dire sciemment le contraire de ce qu'on sait être la vérité. Ne pas cacher quelque chose, ne pas le dire, c'est ne pas mentir. C'est ne pas le dire. Fait que la C'est leçon, le c'est cacher. on se ferme la boîte. Non. C'est aussi simple que ça. Ben oui. Mais si la madame, elle demande, là, tu m'as-tu trompé, puis qu'il dit non, là, il a menti. Là, il a menti. Fait qu'il faut qu'il tricote. Effectivement. Et dans son tricotage... Qu'il cherche des sorties de secours. Et dans son tricotage, il peut omettre de dévoiler. Je t'ai pas menti, Et c'est j'ai très rien sérieux. dit. Hey, mais sérieux, Bon. c'est de jouer ces mots pareils, là. Non. Omettre... Et pourquoi y a-t-il le mot discrétion dans notre langage? Pourquoi y a-t-il le mot mentir? Pourquoi y a-t-il le mot omettre? Parce que ça correspond à des nuances de comportement, d'attitude, d'énoncé de propos. C'est pour ça qu'on a des mots. Mais c'est sûr aussi que les enfants, c'est pas des confessionnals. Tu sais, les parents sont pas obligés de tout dire ce qu'ils vivent, là. Tu sais, le parent n'est pas obligé de faire une réunion à table et dire « je suis en faillite », là. Tu sais, il peut essayer de se refaire sans que les enfants vivent le stress quotidien des finances, etc., là. Ben, tu peux dire aux enfants... Bon. Là où j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose dans l'étude de Singapour, une faiblesse, c'était au niveau... Bon, il y a eu le non-genrage. Oui. OK? Les parents. Et ce qui n'existe pas, c'est un concept qui n'existe pas. C'est pas une troisième personne, non. Bon. Il y a des pères puis il y a des mères. Et dans les recommandations de l'étude, José, je me suis aperçu que ça ne tenait pas compte de l'âge des enfants. Pei-Pei, c'est le nom de l'auteur, un des auteurs de cette étude-là, est allé recommander 3 choses suivantes, très rapidement. Il suggère de reconnaître les sentiments des enfants. Pas si pire jusque-là. Fournir plus d'explications pour qu'ils sachent à quoi s'attendre.
José, c'est directement tributaire de l'âge de l'enfant et de sa capacité de compréhension. C'est un enfant qui est d'intelligence très inférieure à la moyenne. Vas-tu lui donner les mêmes explications qu'à un sourd-doué du même âge? Ou quelqu'un de très, très anxieux, tu vas-tu y faire vivre tes problèmes? On va aller au téléphone. Troisième point, oui. en leur offrant des choix pour résoudre des problèmes ensemble. Mais là, ça dépend de l'âge de l'enfant et de sa capacité d'exprimer ou de formuler un choix. Alors, Pei-Pei, là, il a coupé le coin rond en terminant, là. Oui. On a Sylvie qui nous appelle de Québec. Bonjour, Oui. Sylvie. Oui, bonjour. Sylvie. Bon matin. Moi, je vous appelle parce que je suis préposée aux bénéficiaires Oui. et je travaille avec des personnes âgées atteintes de Alzheimer, démence, Parkinson, etc. C'est ça, en perte d'autonomie psychique. En perte d'autonomie. Oui. La problématique, c'est que dans des situations... en général, je vais vous dire, on passe la journée à leur compter des menteries. Ah oui. Ça me dérange. Pourquoi? Attendez un peu. Les exemples qui reviennent, des exemples de mensonges à des personnes avec une perte de capacité psychique, les quelques exemples qui reviennent les plus souvent, Sylvie. C'est lors de... souvent, ils tentent de fuir. Hein? Oui. Ils fuir l'étage prothétique. Oui. Un exemple tout banal. On a un ascenseur qui tombe sur cet étage-là. Et puis souvent, il y a 3-4 personnes. 3-4 clientèles qui, eux, tentent de prendre l'ascenseur. Oui. Donc, nous, on est la contention physique. On les empêche et on leur dit on peut pas prendre l'ascenseur, est brisé. Oui. Ou faut la barrer. Mais ces personnes-là, là, OK, je veux bien croire qu'ils ont l'Alzheimer, là, mais après 3-4 fois, ils s'aperçoivent qu'on leur manque. Puis ils nous disent vous êtes des menteuses, c'est pas vrai, etc. etc. Là, j'en avais parlé à l'infirmière, je dis pourquoi qu'on leur dit pas tout simplement qu'ils peuvent pas prendre l'ascenseur ou elle dit ça peut créer une crise. Ça peut créer une crise de leur dire que non, ils sont condamnés ici, etc., etc. C'est très délicat. Il y a plein de petites choses. Je trouve ça dur parce que, oui, ils sont presque des enfants, là, rendus à cet âge-là. Là. Oui. C'est-à-dire rendus à ce stade-là. C'est pas une fonction d'âge. Oui, à ce stade-là. Oui. Même, il y a je sais on rencontre des mensonges blancs, mais on raconte souvent des mensonges noirs, comme José dit. Puis j'aimerais ça. Est-ce que vous avez des conseils? Oui. Hein? Maillot, il y a souvent des conseils. Parce que moi, je trouve que c'est un peu abusé. Là. Oui, attendez un peu. Alors, au lieu de leur raconter n'importe quoi, Sylvie, Mm-hmm. on appelle ça créer une petite diversion. Oui, OK, oui. Ça, vous le faites, mais continuez à le faire. Alors, autant que possible, lorsque le ratio intervenant-client le permet, et que vous connaissez le client, viens, on va aller faire une chose. Et cette activité-là, une petite activité, si vous connaissez bien le client, c'est quelque chose que cette personne-là aime. Okay. Compte tenu de ses troubles de mémoire immédiate et récente, elle va complètement oublier l'affaire de l'ascenseur en quoi? 6 secondes? Oui. Dans bien des cas. OK. Créer... on essaie, souvent, il y a des crises, mais à force, OK, je comprends qu'à force de le faire, on va arrêter la problématique, j'imagine. Vous minimisez. Et plus la personne se détériore, plus elle va être facilement amenable à un petit exercice de diversion. Merci beaucoup. Des crises terribles. Oui, merci. Oui, merci de votre appel. Au revoir. On va aller à la pause, Doc. Je sais pas, je m'attendais pas à celle-là. Une chance que je connais un peu le domaine. Je m'attendais pas à celle-là. Oui. Honnêtement, là. Mais là, on a sorti quand même du sujet, c'est intéressant. Mais là, on veut parler des mensonges des parents à leurs enfants. Oui. Mais on voit que même dans différents milieux, le mensonge se propage. Là. Mais, José, ce que j'ai recommandé, une petite diversion. Ça s'applique autant, là. Ça s'applique autant à des tout-petits. Oui.
Au retour, je vais vous entendre sur quelque chose parce qu'on l'a reçu à plusieurs reprises, celui-là. OK. C'est concernant Femme 42. Mon père s'est suicidé quand j'avais 6 ans. Aïe, aïe, aïe. Ma mère m'a raconté tellement d'histoires différentes sur la façon qu'il est mort. Je l'ai appris à 14 ans par une tante. J'étais tellement fâchée contre elle. On y revient. On va le discuter au retour de la pause. Nous sommes de retour donc dans cette émission où il est question du mensonge et on veut savoir de votre côté quel a été le plus grand mensonge qu'on vous a raconté de la part d'un parent, que ce soit votre mère ou de votre père. Et Doc Mayou, avant que on poursuive avec d'autres histoires, il y a quelque chose que j'aimerais qu'on aborde encore plus, c'est concernant le fait qu'il y en a plusieurs qui se sont fait mentir sur la réelle cause du décès de leurs parents. On en a eu plus d'un, là. Vraiment. Et ça les a atterrés. Et souvent, c'est de l'apprendre par quelqu'un d'autre. Je pense que ça aussi, ça aide pas la cause. Et là, on aimerait vraiment que vous nous téléphoniez pour pouvoir nous en parler, de nous expliquer comment vous l'avez vécu. Tu sais, j'en ai un autre, tantôt, je le lisais avant la pause. Il y en a un autre, là. Mon père, on m'a dit qu'il était mort d'un accident, j'avais 5 ans. J'ai appris qu'il s'était suicidé. Il y en a plein qui se sont fait raconter des mensonges suite à ça. Ouais. Eh boy. Bon. D'abord, l'âge de l'enfant. Tout à l'heure, avant la pause, une femme de 42 ans qui nous dit qu'à 6 ans, son père s'est suicidé et là, sa mère lui a raconté toutes sortes de choses pour finalement apprendre, à l'âge de 14 ans, d'une tante, oui, que le bonhomme s'était suicidé. Bon. 2 volets. Chez les 5 ans et les 6 ans, il y a le volet la mort. Et il y a l'autre volet, la mort auto-infligée, l'autodestruction. Et on ne se cachera pas entre adultes ce matin qu'il y a des suicides qui sont dangereusement culpabilisants, vengeurs, traumatisants. On va se le dire, là. Alors, ceux qui ont essayé de le faire, ils vont me comprendre. Ils savent de quoi je parle. Puis ceux qui l'ont vécu savent aussi de quoi je parle. Alors, je suggérerais d'y aller tranquillement en respectant ou tenant compte de l'âge de l'enfant et de sa capacité de recevoir de l'information. À un 5 ans, il ne sera plus là, il est mort, il ne sera plus là, il ne reviendra pas. Pas obligé d'inventer 1000 histoires, là. Sachez arrêter dans votre conférence à un enfant de 5 ans. Il a posé quelques questions. Hein? Comment ça se fait? Est-ce que papa va revenir? Je vous donne l'exemple d'un père, parce qu'il y a plus de suicides chez les pères que chez les mères. Et pour ceux qui pensent qu'on exagère, c'est 1000 par année. Ça fait que 1000 par année, tu sais, après 2 ans, c'est 2000, 3000, 4000. Après 10 ans, c'est 10 000. Commence à faire pas mal de monde, là, que quelqu'un dans la famille s'est suicidé. D'accord? Y aller avec la capacité. Vous connaissez votre enfant. Sachez dire, mais sachez vous arrêter. Vous n'êtes pas obligé de donner tous les détails. Mais là, il s'est attaché une corde au cou, puis il est venu bleu. Puis... Ah ouais. Hey! Mais obligé. la notion de suicide pour un enfant, ça peut être traumatisant. C'est pour ça que ça dépend de l'âge et de la capacité. Ça dépend du lien. Puis, au lieu de convoquer votre enfant, viens ici que je te parle. Vous ne pourriez pas attendre que je soulève une question? Puis là, vous déposerez ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de tirer votre joint, prendre une puff de cannabis, bien, vous arrêterez. Puis, by the way, si vous avez des enfants de 5 ans, le pot pourrait laisser faire. Fait que vous serez... puis les amphétamines aussi. Vous pourriez peut-être laisser ça de côté, là. Puis la bouteille de vin. Fait que vous allez être plus en mesure de répondre à l'enfant quand l'enfant va être prêt ou va amener une question. Répondre à peu près à la question de l'enfant. Mais ça va revenir. Ça va revenir 6 mois, 1 an plus tard. Un peu plus d'informations. Mais si vous êtes sous l'influence du cannabis, puis vous avez pris des amphétamines, puis vous avez calé la moitié d'une bouteille de vin, c'est pas le temps. Je comprends ça, mais il y a des parents... Demain, on en parlera.
Mais il y a des parents équilibrés qui se posent la question, là, qui sont Oui, pas oui. sur le cannabis, qui sont pas sur l'alcool, puis qui veulent. Il y a la ligne entre protéger l'enfant et lui dire la vérité, mais encore là, tu sais, faut qu'il y ait un entourage respectueux, là. Si Ben oui. le parent attend le bon moment, puis la belle-sœur s'en mêle, puis s'en va le dire, alors que l'enfant n'était pas au courant, ça va pas bien, là. Généralement, l'enfant va poser des questions à l'adulte en qui il fait le plus confiance, n'est-ce pas? Et ça peut être la grand-mère, puis ça peut être une tante. C'est pas nécessairement la génitrice, là. Oubliez ça. Fait que là, la mère, si la question a été posée, vous pourriez, puis que c'est pas vous qui avez le principal lien avec l'enfant, vous pourriez lui demander, dans un premier temps, humblement, quelle question t'as posée à ma tante ou à grand-maman? Qu'est-ce que tu lui as demandé? Et qu'est-ce que tu veux savoir? Y aller tranquillement. Alors, vous n'avez pas le lien principal, mais vous êtes pogné avec le problème. Ayez l'humilité de reconnaître qu'il y a quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que grand-maman t'a dit? Bon, mettons que si la grand-mère fait preuve de bon sens, même si on ne l'aime pas, la grand-mère, ben c'est ça. Je suis d'accord avec ta grand-mère. Ça peut s'arrêter là. L'enfant retourne jouer. Puis, au fur mais il va revenir. Ouais. Comprenez-vous? Un enfant, ça revient. Ouais. Alors, tenir compte de l'âge de l'enfant. Tenir compte de sa capacité de recevoir une explication. Si vous connaissez votre enfant, si vous l'avez dompé à l'âge de 8 mois dans une garderie d'État, votre enfant, vous ne le connaissez pas. Alors, je vous souhaite bonne chance. Puis, venez pas trop vous lamenter. On va parler avec Jean-Pierre qui nous appelle de Québec. Bonjour, Jean-Pierre. Salut, ça va bien? Jean-Pierre. On vous écoute. Bon, hey, moi, le plus gros mensonge que mes parents m'ont fait, c'est quand que je suis né, en 1966, mon père a voulu me placer parce qu'il n'en voulait pas d'enfant, puis il n'était pas marié. Et c'était quand même très strict. Hein? M. Mailloux, je pense que vous savez, dans ces années-là, c'était strict. Il y avait des familles Ça dépend. C'était d'une famille à l'autre, ça variait énormément. D'une famille à l'autre, puis d'un lieu aussi à l'autre. Okay? Oui. Mes parents, mon père, c'était plus Curie-Labelle, puis ma mère, c'était plus la Gaspésie. Donc, très, très... En Gaspésie, encore les noms de famille sur les bancs d'église. Hein? Fait que, ils prennent des présences. Allez-y, opérez. Et puis, ils m'ont caché la famille pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'ils m'ont placé chez une madame, et puis j'étais 3 ans placé chez une madame. Ma sœur est née 11 mois après moi. Quel âge avez-vous, Jean-Pierre? 53 ans. 1966. 53 ans? Ouais, je suis né en 66. OK. Puis moi, je l'ai su à l'âge de 18 ans environ, 18-19 ans, Oui. par mes cousins, confirmés par mes cousins qui étaient plus vieux que moi, Oui. les cousins qu'on fréquentait. Ils m'ont dit, toi, là, Jean-Pierre, là, je demandais ça à ma mère quand j'étais jeune, qui est arrivé, puis là, on le boudait, on dit, c'est qui, lui? T'es arrivé, t'avais 3 ans, on connaissait ta sœur, mais toi, t'es arrivé, plus grand, plus vieux, puis on savait pas c'était qui. Puis on a demandé à ma mère, puis mes parents me disaient que, ben, c'est le petit frère. Non, regardez, Jean-Pierre, mes parents, là, ça n'existe pas, ça ne parle pas. Alors, les parents, ça ne parle pas. Qui vous disait quoi, exactement? Non, on ne tournera pas autour du pot une semaine de temps, là. Ben, Mes parents m'ont moi, fait, mes parents m'ont dit non. Des parents, ça ne parle pas. C'est un concept abstrait. Qui vous disait quoi? Premièrement, mes cousins me l'ont confirmé. Ma mère me l'a dit, sais-tu quand? Quand j'ai quitté le nid familial. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Oui. Elle m'a dit que pourquoi que je partais. Elle pensait que j'étais en maudit après elle parce que je partais. C'est sûr qu'on avait des conflits régulièrement. On a eu des conflits. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit, ton père... Moi, je t'aime plus que ton père. Ton père a voulu te placer à la crèche, qu'appelle là, quand tu étais jeune, quand tu es né. Et puis là, moi, j'ai décidé que non. Fait qu'on t'a placé, on t'a fait garder pendant 3 ans. Puis quand on a réglé les conflits familiales avec la famille des beaux-parents et mes parents, Bon, Jean-Pierre, là, on t'a rentré dans la famille. Jean-Pierre, Oui. vous êtes entouré de menteurs. Alors, qu'est-ce qui est vrai là-dedans? On n'en a aucune idée. Alors, vos parents, les deux, vos 2 géniteurs vous ont menti. Lequel a menti le plus, je le sais pas. C'est pas parce que votre mère vous dit, rendu à un certain âge, que telle chose est arrivée que c'est vrai. Je vous suggérerais d'être très prudent face aux 2 menteurs. OK? OK, mais j'ai une question avant. J'ai une question. Oui. Vous, est-ce que ça fait, en toute objectivité, est-ce que ça fait de vous un menteur?
Non, pas vraiment, mais moi, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a fait quelque chose parce que j'ai longuement pensé que j'ai failli grandir dans une autre famille parce qu'ils voulaient me placer. Puis mes cousins, eux autres, me l'ont dit, m'ont connu après ma sœur. Tu sais, mes cousins, on a eu des enfants aussi, là, ensemble. Là. Mes cousins, les cousins, on a eu des enfants à peu près la même âge. Là. On se visitait. Puis ils m'ont souvent dit que on t'a connu après. Oui, après Jean-Pierre, ma vous sœur. radotez, vous répétez, Donc, vous êtes redondant. Quelle je voulais était la juste question savoir que si José vous vous a posée? Je voulais juste savoir si vous mentiez. Si vous étiez porté à vous justifier, à raconter des Non, mensonges. je suis assez transparent. OK. On me dit très transparent, très direct aussi. OK. Aussi Ben, merci direct que beaucoup. M. Mailloux. OK, bye. Merci. Bye, Jean-Pierre. Au revoir. Au revoir. Ouf. Et On c'est va là à la que pause. tu vois, regarde, Oui. être très prudent. La mère, lorsque son fils quitte à 18 ans, pour maintenir le lien, j'ai l'impression qu'elle lui a truffé une de ses histoires. Je la soupçonne de. Peut-être à tort, me diras-tu. On a beaucoup de réponses. Et ça, chaque fois qu'on aborde ce sujet-là, là, il y a Ouais. un genre de débat. Là. Oui? Il y en a beaucoup qui ont été marqués par l'histoire du Père Noël. De se faire à croire que le Père Noël existe, la fée des dents, etc. Aïe, 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 aïe. Mais je le comprends pas, ça. Je fais pas assez d'émissions que je fais avec vous, faut croire. Moi, c'est une belle période de ma vie. Moi, j'aimais ça, croire. Puis j'aimais ça, être capable de détecter que c'était mon oncle Bernard qui faisait le Père Noël, puis de l'avoir trouvé, puis de l'avoir déjoué. Je sais pas pourquoi ça affecte le monde de se faire... Ça dépend peut-être jusqu'à quel âge ils se font croire ça, là. Ou peut-être, là, j'essaye de quoi? Peut-être qu'ils s'en veulent d'avoir été naïfs puis de pas l'avoir démasqué. Je sais pas, là. Beaucoup de mères capitalisent leur domination sur leurs enfants, sur leur progéniture, en reléguant, en maintenant leurs enfants au stade de la pensée magique indûment. Le stade de la pensée magique, c'est 3 ans et demi à 4 ans et demi, à peu près. Après ça, là, il y en a qui commencent à réaliser que les choses existent parce qu'il y a une raison. Ils font des liens de causalité. Mais les liens de causalité, les tout-petits, ils ne font pas ça. Et il y a énormément de mères au Québec qui essaient de délégitimer la phase, la période où les enfants font des liens de causalité. J'ai un cadeau, c'est quelqu'un qui me l'a acheté, puis il vient du magasin. Alors, la bonne... Non, c'est Père Noël. Père Noël qui vient du pôle Nord. Puis hey, l'enfant est rendu à 7 ans. Et regarde, là. Ben, 7 ans, c'est encore jeune, là. Il me semble que c'est cute, là. Non, c'est pas cute pantoute. Ben, moi, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, on va faire une question spring-spring. OK? Puis là, soyez objectifs. Oui ou non? Vous allez me dire votre âge, là, votre genre. Et est-ce que ça vous a fâché de savoir que vos parents vous ont menti sur l'existence du Père Noël ou de la Fée des Dents, etc.? Et les lutins. Ben, les lutins, c'est plus nouveau, là. Mais on va s'en tenir au Père Noël, OK? Et à la Fée des Dents. OK. Ouais, Oui. avoir de l'argent en dessous de mon oreiller. Je vais faire semblant de croire à ça un peu plus longtemps que prévu, là. Tu sais, je sais pas, je soupçonne ma fille d'avoir fait la même affaire. En tout cas, 25-226, est-ce que ça vous a offensé que vos parents vous fassent croire au Père Noël? C'est-tu un gros mensonge pour vous ou pas pantoute? Surprenez-moi ou surprenez le Doc Mayou. 25-226. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Quel est le plus grand mensonge qu'un de vos parents vous a raconté quand vous étiez enfant? Et là, on a amené l'aspect du Père Noël. Parce que vous trouvez que ça n'a pas d'allure de faire croire des choses comme ça aux enfants en l'existence du Père Noël fait des dents. Moi, personnellement, je trouve que ça a fait partie d'un moment intéressant de mon enfance, là, la magie de Noël, etc. Et je comprends pas ce que ça dérange. Alors, on a fait une question spring là-dessus. Et Doc Mayou, William peut le confirmer, c'est quasiment la majorité que des gens que ça n'a pas dérangé de se faire croire que le Père Noël existait. Donc, autant femmes, hommes. Mais il y en a, par contre, que ça a dérangé. Tu sais, faut le mentionner. Ils sont en minorité, ceux qui ont écrit. Comme Homme 35, déçu, pas fâché, mais perdu pas mal de confiance en ma mère. Bon. Fait que c'est ceux que ça a vraiment affecté. Appelez-nous donc. 1-877-670-9330. L'âge est un facteur déterminant du blocage du développement de l'enfant au stade de la pensée magique.
l'âge est un facteur déterminant. Et C'est j'ai sûr, trop s'il l'apprend à vu- l'âge de 14 ans, il y a un problème. Là. Non, mais continuer à forcer la pensée magique à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est indécent. C'est presque criminel. Parce que ça empêche le développement psychique normal qui établit la tête, le cerveau, établit des liens de causalité. Si j'ai un cadeau, mes parents ont eu l'argent pour l'acheter au magasin. OK? À 5 ans, 6 ans, là, c'est clair. Ça vient pas du Père Noël, là. Mais sérieusement, je comprends, vous, comme psychiatre, psychanalyste, là, mais quand je dis majorité, là, c'est genre 99 % des gens qui nous ont écrit pour dire que ça les avait pas affectés. Puis je pense pas que c'est tous des gens qui manquent de jugement ou d'esprit critique, là. C'est sûr. Moi, ou peut-être que ça affecte, puis je m'excuse, je le dis respectueusement. C'est de être ceux qui ont été naïfs puis qui l'ont cru jusqu'à l'âge de 13, 14, 15, là. Non, pas T'sais, si loin que ça. Non, mais Je parle ceux pas qui de- l'ont cru sur le tard, là, eux autres, ils en veulent-tu à leurs parents ou s'en veulent à eux de ne pas avoir saisi, là? Dans bien des cas, ni un ni l'autre. C'est que... S'ils ne démasquent pas, je m'excuse, je suis craquée. C'est que s'ils ne découvrent pas, l'esprit critique, ils l'avaient peut-être pas déjà avant. C'est peut-être pas parce que leur mère a fait croire au Père Noël qu'ils n'ont pas d'esprit critique, là. Deux choses. Le développement de l'esprit critique, il y a un volet inné puis un volet acquis. Et il y a une majorité de femmes qui ne veulent pas que leurs enfants développent un esprit critique. Particulièrement dans l'évaluation que les enfants vont faire d'elles, comme mère. Ça, c'est une réalité. Ça va venir, là, après l'étude de Singapour, tu vas voir, ils vont embarquer là-dedans. Mais ça, je suis d'accord. Mais je vois pas le lien avec le Père Noël. Ah oui, ben c'est le volet, l'esprit critique. Écoute, c'est le développement de la pensée, du lien causal, ensuite de la capacité d'abstraire. Alors, quand on force la pensée magique chez l'enfant, non, c'est pas moi qui ai acheté ton cadeau, puis c'est pas ton père, mais c'est le Père Noël. Puis dans bien des cas, c'est forcé à l'enfant. Et il y a un pourcentage de ceux qui ont répondu que ça ne les avait pas affectés, La qui ne majorité. sont pas conscients, qui ne sont peut-être pas conscients jusqu'où ça les a affectés. Jusqu'où reproduisent-ils ces mêmes comportements-là avec leurs propres enfants? Dans le but de les infantiliser, de les empêcher de grandir et surtout de les empêcher de développer leur sens critique et leur esprit critique face aux parents, aux deux géniteurs. Bon, je vais poursuivre là-dessus. Oui. Je pensais pas te parler du Père Noël un matin, là. Mais là, je vais paraître quétaine, mais je m'assume. La magie de Noël, quand tu as des enfants, moi, je trouve que c'est... Moi, Doc Mayou, là, je n'ai dépensé en décoration de Noël dans ma vie, là. Sérieusement, puis en décoration d'Halloween. Puis, tu sais, c'est des moments magiques, là. Que c'est le fun de passer en famille quand ça va bien, là. Puis là, maintenant, exemple, que ma fille est rendue grande, c'est plus comme ça chez nous, là. Mais dans le temps qu'elle était petite, c'était le fun de créer des moments comme ça. Mais c'était pas pour l'infantiliser. Là où, par contre, j'ai de la difficulté, c'est ceux qui menacent. Si t'es pas fin, t'auras pas de cadeau. Le Père Noël, il le sait, puis il t'enverra pas de cadeau. Ça, c'est un manque de respect. Là, on y arrive. Mais On de y faire... arrive. Mais de faire une soirée, d'inviter le Père Noël à la maison pour qu'il donne les cadeaux, je vois pas il est où le mal. Ça, non, je trouve ça quétaine et Vous avez jeune. le droit, hein? Vous avez le droit. Non, qu'il y ait une croyance abstraite, il n'y a aucun problème parce que l'enfant est à ce stade-là où il n'est pas capable d'établir des liens de causalité. Je reçois un cadeau, ça a pris de l'argent, puis c'est mes parents qui l'ont acheté. Correct? Oui. Les tout-petits, ils le font pas, sont pas capables de faire ce lien-là. Spontanément, de par eux-mêmes. Commencer à inviter des Pères Noël puis des cossins comme ça, c'est folklorique, enfantin. Ça renforce un stade de développement, ça bloque. Ça renforce le blocage d'un stade de développement du petit être humain.
C'est pas l'idée du siècle. Les maudits Père Noël, là. Puis allez, regarde dans un centre d'achat, le nombre d'enfants qui ont peur de s'asseoir, le nombre de tout petits. Bon, ça, tout c'est un petit, autre point. Qui ont peur d'aller s'asseoir sur le bonhomme qui est là. Oui, je suis d'accord. Ça n'a pas d'allure de les forcer à s'asseoir dessus. Puis là, les puis de les prendre en même... photo. Vous avez raison là-dessus. Bon. Mais ceux qui n'ont pas peur puis qui aiment ça, pourquoi pas avoir du fun? C'est juste ça. Mais on va vous faire plaisir. On va parler avec Karine, qui a été marquée par un mensonge sur le Père Noël. Donc, Karine est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle. En fait, c'est deux situations que pour un mensonge parent et le Père Noël aussi, ça inclut ça. Moi, à l'âge de la famille et ma mère, les enfants, on avait pratiquement tous le même âge, donc on fêtait Noël traditionnel, Père Noël, etc. Et moi, il y a une année, à l'âge de 6 ans, j'étais allée m'asseoir sur les genoux du Père Noël. Et le Père Noël s'est mis comme à tousser, puis la barbe est tombée, puis je me suis aperçue que c'était un de mes oncles. J'ai arraché son bonnet, sa barbe, je l'ai frappé. J'étais enragée, j'étais fâchée de découvrir que finalement, c'était pas le vrai Père Noël. À 6 ans, vous aviez tout à fait raison d'être insulté. Ouais, j'étais fâchée. C'est une insulte à un enfant de 6 ans. Le pire dans tout ça, j'ai mangé une claque sur les fesses à cause de ça. Qui vous a... Attendez un peu. Là, c'est Qui pas vous fort, a donné là. la claque sur les fesses? Ma mère, une petite claque sur les fesses. Voyons, on fait pas ça. On jette pas sur le monde comme ça. Mais là, je dis, moi, c'est pas le vrai Père Noël. Attendez. Vous allez trop vite, là. J'ai de la misère à vous suivre. Je suis pas vite à matin. Là, votre mère vous a donné une petite claque sur les fesses. Oui, c'est une genre de tapette, là. Ouais. Moi, je suis née des années 70, là. Ouais. Puis en disant, on fait pas ça, on bat pas les personnes comme ça. Mais moi, je disais, c'est pas le vrai Père Noël. Oui. Écoutez bien la logique de la bonne femme. Ouais. On frappe pas le Père Noël, je te maudis une claque. C'est ça. Hein? Je te maudis une claque parce que je ne veux pas que tu frappes le Père Noël. C'est pas beau de frapper le Père Noël. Je te maudis une claque. Non, on est loin de la magie de Noël, là. Oui. Mais suite à ça, je vais vous raconter une autre histoire. La même famille. Ma mère avait tombé enceinte à l'âge de 16 ans. Ma grand-mère a pris sa fille en adoption. Sauf que moi, ma famille et ma mère m'ont fait croire tout le long, jusqu'à ma mère meure, que c'était une de mes tantes. J'ai su à l'enterrement de ma mère que finalement, c'était ma demi-sœur. Je les ai toutes engueulées, je les ai traitées de menteurs. J'ai dit, pourquoi vous m'avez fait ça? Karine, puis depuis ce temps-là, j'ai Karine, plus aucun contact avec la famille et ni avec ma demi-sœur. Karine, c'est une famille de menteurs. C'est institutionnalisé dans cette famille-là. C'est frustrant, Ben oui. c'est quand même... Ben oui, c'est de la tromperie. 6 ans assis sur le Père Noël, puis vous croyez encore que c'est vrai. Voyons. J'ai plus la famille de ma mère parce qu'ils m'ont raconté des mensonges. C'est moi qui punis dans tout ça. Ouais, non. Bon débarras. Vous êtes bien débarrassé d'une bande de tarés. Correct? C'est vrai. Merci, Oui. Karine. Au revoir. Merci. Il y a une autre façon de voir les choses. Elle est débarrassée d'une bande de tarés. Tout à fait. Alors, tous les enfants, là, que leurs parents leur ont fait croire que le Père Noël existait alors qu'ils avaient 5 ans, là, vous avez des parents tarés, là. 6 ans. Parce que l'âge est important ici. Karine nous a dit 6 ans. C'est pas moi qui l'invente. 6 ans, ça fait toute une différence. Parce que 6 ans, un enfant est supposé atteindre quoi? L'âge de raison. Il est en pleine possession des liens de causalité. OK, j'ai une autre. À Je 6 ans. m'excuse, j'argumente encore, je suis tannante, là, mais se peut-il que ça dépende du lien du parent avec l'enfant et de la façon que c'est amené? Si le parent, là, il dénigre l'enfant de toute façon, puis que dans le temps de Noël, il fait croire que le Père Noël existe, puis que là, quand il se rend compte que c'est pas vrai, il rit quasiment de l'enfant, c'est sûr que ça va affecter. Mais si c'est fait de façon bienveillante, avec amour, puis que le parent est adéquat, qui prend soin de l'enfant, etc., qui va apparaître des jouets, regarder les chars allégoriques, ça peut être le fun, là. Puis ça affectera pas l'enfant. Ben voyons donc. C'est encore pire. Parce que là, tu es en train de soutenir une thèse qui est le mensonge bienveillant. Le mensonge à l'intérieur, c'est parce que ça va remettre en question toute la bienveillance de la relation préexistante. C'est très sérieux, José.
c'est encore pire. L'enfant qui est maltraité, bon, il est maltraité. Ben pourquoi que la majorité ne sont pas affectés? C'est dans notre inconscient. Moi, je pense avoir un esprit critique, là, être capable d'animer avec vous tous les jours. Là. Puis j'y ai cru jusqu'à l'âge certain. Là. Pas au secondaire, là, quand même, là, mais ça doit dépendre de beaucoup de facteurs. Oui, ça dépend de plusieurs facteurs, y compris la concoction personnelle, la force de caractère et sa concoction de traits de caractère. Oui, ça varie beaucoup d'un individu à l'autre. Mais c'est pourri comme comportement de poursuivre le stade de la pensée magique au-delà du développement chez cet enfant-là. Mais je vous donne un point. Là, on est très en retard et c'est de ma faute. Je vous donne un point. Moi, je peux comprendre qu'il y a des parents qui veulent garder les enfants tout petits le plus longtemps possible et ça, que ça contribue à les garder dans l'enfance pour eux autres. Comme vous avez dit, là, c'est peut-être inconsciemment qu'ils ne veulent pas voir grandir leurs enfants. Ça, je peux le comprendre. Ah, tu peux comprendre ça, toi? Ben moi, je le comprends pas. Non, mais le c'est la comprendre. différence. Le comprendre, oui, je le comprends. Non. Mais je n'ai pas dit que j'étais d'accord. J'ai pas dit que j'étais d'accord. Mais j'ai dit que je suis capable d'analyser que des parents peuvent vouloir faire ça. Oh, les garder. C'est pas OK. pareil, là. Constaté. C'est ça. Vous voyez, j'ai cru au Père Noël puis je suis capable d'argumenter avec vous pareil, là. C'est inacceptable. En dépit de la sémantique, c'est inacceptable qu'un enfant de 6 ans, une petite fille de 6 ans, aille se planter sur les cuisses du Père Noël et croit intensément en ce personnage-là. C'est inacceptable. C'est quasi criminel pour le développement d'un enfant normal. Ça, vous Et allez surtout fort, d'un un enfant peu. doué. OK. Là, Noël, on n'est pas arrivé là. On va lâcher le Père Noël. On Eh, va aller à on la n'est pas pause. loin. Je te signalerai qu'on n'est pas loin. Le déclenchement des hostilités, 1er novembre. Avec les décorations dans tous les magasins. Là. Mais bref, OK, là, on est très en retard. On va à la pause, puis on revient aux choses sérieuses, selon moi. Qu'est-ce que tu dis à des enfants qui se demandent il est où leur père, alors qu'il est en prison? On va à la pause. Quel est le plus grand mensonge qu'un de vos parents vous a raconté? On clôt le sujet sur le Père Noël, mais je pense que c'est la première fois que Doc Marie et moi, on s'astine encore pendant la pause. En tout cas, on y reviendra dans le temps des fêtes là, avec cette question-là on sur va y le Père revenir Noël. parce que c'est du folklore qui dépasse le folklore et est utilisé à des fins de répression, d'infantilisation, de domination, etc. On y reviendra, qu'on a dit. Alors, j'ai un texto ici. Oui. Je suis une grand-mère de 3 enfants, un garçon 6 ans, fillette 5 ans et fillette 3 ans et demi. Leur père est en prison depuis l'année passée. Oui. Les enfants ont demandé à leur mère où était leur père. Elle a répondu qu'il était parti en dehors du pays travailler. Moi, je me demande, et confuse, quoi vraiment leur répondre. Est-ce leur dire la vérité? Et si oui, ma crainte, c'est leur réaction. Merci beaucoup de votre honnête opinion. Tu vois le résultat de l'agglomération. Alors, répétons l'âge des enfants. Elle est grand-mère de 3 enfants qui ont quel âge? Est-ce que j'ai entendu 6? Oui. Là, faut que je le retrouve, là, attendez un petit peu. Oups. Mais c'était 6 ans, 4 ans et demi, puis 3 ans et demi, là, quelque chose du genre. Là, 4 en bas et demi âge, là. et 3. 4, 3. 6, 4, 3. Bon. Les enfants ont demandé, non, où était leur père? Lequel des 3 a demandé quoi? C'est pas vrai, les enfants. Alors, madame, la première chose, vous allez cesser d'agglomérer vos petits-enfants. Est-ce que c'est le 6 ans? Est-ce que c'est le 4 ou le 3? Qui a demandé quoi exactement? Ils ont posé des questions. C'était très clair. C'est une petite question très claire. Quelle Il est où, était-elle? papa? Je le sais pas. Non. Pourquoi papa n'est pas là? Possiblement. Mais je ne sais pas qui l'a demandé. Et sous quelle forme? Avec quelle insistance? Avec quelle inquiétude? On revient. Réflexe, l'âge de l'enfant qui a posé la question. Deuxième réflexe, la capacité de l'enfant qui pose la question de comprendre le concept de prison.
Parlez de la prison à un enfant de 3 ans. Je vois ta réaction. C'est tout qu'un contrat. Non. Il ne comprendra pas. Arrêtez de lui faire une conférence. Si c'est petit 3 ans, ben papa est parti puis il va revenir à un moment donné. Bon. Dans beaucoup, beaucoup de dodo. Ça, c'est pour 3 ans. Vas-tu répondre le même commentaire à l'enfant de 6 ans, qui est un enfant doué? Mais l'enfant de 6 ans, écoute, intelligence très inférieure à la moyenne. Whoop! 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 Ça se pourrait que, malgré que l'enfant ait 6 ans, intelligence à peu près de 75-80, qu'on dise à peu près la même chose. Il est parti, puis il est allé loin, puis il va revenir dans beaucoup de dodo. Gardons ça. L'âge, le quotient intellectuel de l'enfant, sa capacité de comprendre l'isolement carcéral, la prison. C'est un enfant doué. Est-ce qu'il sait ce que veut dire prison? Il y en a qui le savent, je peux te le dire. C'est une bâtisse, c'est une grosse maison avec des barreaux dans les fenêtres. Ha! Ha! Il y en a plusieurs qui comprennent ça, imagine-toi donc. Les enfants de 6 ans, 7 ans, il est en prison, il a fait des choses pas correctes. Il va revenir dans tant de mois, dans plusieurs mois. Tu vois, il y a une gymnastique ici, madame la grand-mère. Alors, les enfants ont demandé, c'est faux. Je suis persuadé que ce n'est pas les enfants qui ont demandé. C'est 1 des 3, 2 des 3, peut-être 3 des 3 à des moments différents. Et dans la réponse, je vous suggérerais de les prendre un à la fois. Pas commencer à vous entretenir de l'incarcération du père des 3 enfants, les 3 enfants ensemble. C'est un peu de jugement. L'âge, capacité de comprendre, un à la fois, et ceci étant dit, dans un contexte affectueux. On prend l'enfant, on l'assoit aux côtés de soi, ce sont des tout-petits. Pas face à face, de l'autre côté de la table. Assis aux côtés. Ah, pourquoi la proximité physique, la chaleur humaine, imaginez-vous donc, réussit bien aux enfants dans les épreuves? Non, 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 me diras-tu? Ben oui. Encore faut-il qu'il y ait des parents affectueux. Il est en prison pourquoi, là? Tu sais. Mais la grand-mère peut l'être affectueuse. Oui. Alors, et généralement, les mauvaises nouvelles sont annoncées par le parent le plus signifiant pour l'enfant. Et je me reprends. Les épreuves, les contrariétés, les stress importants, les situations traumatisantes sont annoncées par un adulte signifiant à l'enfant. Et ça peut être la gardienne. Avant d'aller à la pause, Doc, femme 58, oui. Divorcée depuis 30 ans, j'ai eu 2 enfants, une fille de 38 et un fils de 36, et j'ai des doutes sur la paternité du fils. Personne n'est au courant et je n'ai pas le courage d'en parler. Je vais emporter ce secret dans ma tombe. Ai-je raison de me taire? Vous effacez, c'est par texto? Oui. Vous effacez ça tout de suite, madame, avant même que je réponde. Puis apprenez à vous garder le clapet fermé. Vous n'êtes pas sûr, c'est bien de valeur, il est trop tard pour le dire. Dans un cas comme ça, là, c'est pas tellement le temps de faire des tests de paternité. Si vous vivez avec les conséquences de vos gestes, madame, si vous n'étiez pas sûr de la paternité, il y avait un moment pour faire ça. Puis c'est vrai que les tests d'ADN n'existaient pas à l'époque. C'est ça, là, c'est ça. Mais il est trop tard. Donc, on va à la pause. Ça va être notre dernière partie d'émission. Quel est le plus grand mensonge qu'un de vos parents vous a raconté? On parle de mensonges aujourd'hui dans l'émission. Oui. Et on a femme 51 ans. Écoutez bien ça, Doc. Alors que j'étais jeune, ma mère me disait que mon père était décédé et vers l'âge de 7 ans, des petites voisines allaient au cimetière sur la tombe de leur père. J'ai alors demandé à ma mère si on pouvait nous aussi y aller pour voir mon père. Et devant cette demande, elle m'a finalement dévoilé qu'il n'était pas mort, mais ne voulait pas que je le voie. Eh oui, tout. Aïe, aïe.
Écoute, C'est quelque chose, là. ben oui, dans toutes les cultures humaines, il y a beaucoup d'adultes, énormément d'adultes qui mentent aux enfants pour toutes sortes de raisons, sur toutes sortes de points. La vérité, c'est pas une valeur trop cultivée. On va aller à Gatineau, mais juste avant de parler avec Paul, on a vraiment reçu une tonne de textos concernant le mensonge sur la disparition des animaux, comme par exemple quelqu'un qui s'était fait dire que le chien était décédé. Elle m'avait dit que mon chien était mort à cause qu'il avait mangé un morceau de plastique sous mon lit, mais elle l'avait fait tuer. Donc, en plus d'avoir perdu mon chien, je pensais que c'était de ma faute. Ça, c'est double... Et mensonge couteau dans le culpabilisant cœur, là. et honté. Écoute, José, j'avais l'habitude de dire qu'il y a un gros pourcentage de mères au Québec qui mentent comme elles respirent à leurs enfants. Et celui-là, il roule solide. Quel est le pourcentage d'adultes au Québec, de parents adultes, de parents qui ont fait tuer un animal, un chat et un chien, en inventant une histoire parce qu'ils étaient écœurés de ramasser la crotte du chien et du chat? Ouais. Parce que les jeunes enfants, souvent les adultes vont acheter des animaux de compagnie aux jeunes enfants, croyant que l'enfant va prendre soin de l'animal. Et vous êtes obligé de l'aider longtemps, là. Autant vous le dire. On va parler avec Paul. Bonjour, Paul. Bonjour. Paul. Ah, on vous écoute. Moi, j'ai grandi avec l'idée que mon grand-père était mort d'une attaque de cœur parce que c'est ce que tout le monde nous avait dit et tous mes cousins et mes cousines pensaient la même chose. Mais moi, pour faire mon fin-fin, j'agaçais ma mère et je disais « C'est ta faute, le grand-père il est mort d'une attaque de cœur, tu as tué son petit gars puis il a fait prendre une attaque de cœur. » Et un jour, elle m'a approché en pleurant. Elle m'a dit « Répète-moi plus ça parce qu'à chaque fois que tu me dis ça, tu me plantes un couteau dans le dos. Ton grand-père, il est mort pendu parce que mon père avait acheté la ferme de mon grand-père et mon grand-père voulait mourir sur sa ferme. Il voulait pas déménager en ville. Puis elle avait dit qu'il regardait pas les vieux. Fait que, il s'est pendu, un mois après qu'il était marié, il s'est pendu dans le shed. Mais ils ont tout, juste... Même aujourd'hui, je pense qu'il y a des de mes cousins qui croient pas qu'il est mort d'être pendu. Et ils m'en veulent parce que c'est moi qui les ai dit, parce que ma mère me l'a dit. Si ma mère me l'avait pas dit, il n'y a personne dans la famille qui saurait. Ouais. Les mensonges face au suicide, ça roule, ça roule. Mais j'ai appris dernièrement, en parlant avec un cousin, que le cercueil n'a pas rentré dans l'église. Mais il n'y a personne qui a allumé avec ça. Oh, ben écoutez, l'histoire de cercueil, là, ça c'était normal. Puis d'ailleurs, les suicidés, dans certains coins de la province, n'étaient pas enterrés dans le cimetière, mais à l'extérieur des limites du cimetière. On m'a raconté ça. Lui est enterré dans le cimetière, mais le cercueil n'avait pas le droit d'aller dans l'église. Fait qu'il est resté dehors, mais il n'y a personne de mes cousins plus vieux que moi qui ont allumé en sachant que le cercueil ne va pas rentrer dans l'église. Quel âge avez-vous, Paul? Moi, j'ai 62 ans. Bon, Paul... Mais j'ai des cousins qui ont 80 ans, qui étaient vivants quand il est mort. Paul, pouvez-vous vous taire un peu, là? J'allais vous donner... Oui. J'allais partager avec vous une pièce d'information. Oui. Est-ce que vous saviez que fut un temps au Québec où le suicide était un geste criminel, était considéré comme un crime? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui. Ah, c'est pour ça que c'est une des raisons pour laquelle ils ne rentraient pas dans l'église. Mais je savais pas ça, moi. C'était criminel, mais tu peux pas les accuser de rien, ils sont morts. Non, mais c'est un geste criminel. Mais c'est un crime envers eux-mêmes. Oui, c'était un crime. OK, selon l'Église, là. Non, c'était un crime. C'est toujours bien pas... C'était un geste criminel. Alors, ceux qui se manquaient, ils passaient en cours. Ah oui? OK. Ben oui, s'il y a des avocats là, à l'écoute des vieux, là... Eh bien, c'est ce qui complète. On a eu le signal là, dans nos écouteurs. C'est ce qui complète notre émission de Mayou. Ben oui, il y avait toutes sortes de... Écoute, on a toute qu'une histoire, le Canada français. Très intéressant. Je vous souhaite de passer un beau week-end, tout le monde. Doc Mayou, bon week-end. On se retrouve lundi. Merci beaucoup à William à la mise en onde. Et merci à Sherbrooke de m'avoir accueilli dans leur studio. À lundi. À lundi, bye. José. Ben oui, c'était criminel.
Soyez là lundi, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.